excellent week-end à tous, bon samedi et excellent réveil également. Donc merci de nous rejoindre en ce 5e jour du mois de février où nous allons parler d'innovation, nous allons parler de défis et de challenges à travers une manifestation encouragée aussi, initiée par un incubateur, un jeune incubateur, donc une entreprise qui met en relief des talents dans les universités algériennes. Elle travaille de concert avec l'université de Béchar, mais aussi l'École nationale polytechnique d'Alger, dont un club scientifique active justement dans le sens du développement de l'écosystème entrepreneurial. Aujourd'hui, donc, nous recevrons un ambassadeur de ce club scientifique, mais également le fondateur, l'un des membres fondateurs de Tech2Hub, cet incubateur dont je viens de parler, pour évoquer Algeria Climate Challenge. De quoi s'agit-il et quels sont les objectifs et aussi les attentes de toutes ces équipes? On les verra tout à l'heure avec nos invités. Dans cette matinale, nous continuerons aussi de parler d'évolution technologique, surtout que pendant la pandémie, on a vu une éclosion de nombre de plateformes au service des étudiants et des élèves. Aujourd'hui, nous allons mettre un gros plan sur l'une d'elles, Clock en l'occurrence, son fondateur, je dirais son petit papa, sera parmi nous ce matin pour parler des objectifs justement de cette nouvelle plateforme, je dirais, en faveur des élèves du moyen et du secondaire. Donc voilà qui est dit par rapport à ce volet en particulier. Et puis nous vous promettons donc de beaux voyages ce matin. Tout d'abord avec Samira Hadjamar qui va nous faire remonter dans le temps jusqu'au XVIe siècle et pour parler d'un palais qui faisait l'éloge de la capitale Alger. Donc c'était au XVIe siècle, rappelons-nous, c'était l'arrivée des frères Barberousse, aussi c'était le règne du roi Salim. Donc on va parler de ce palais qui avait sa renommée, qui avait aussi son importance dans la Casbah. Aujourd'hui également nous ferons un voyage à travers l'univers du BDiste Kamel Bentaha, donc qui a été primé, rappelez-vous, pour ceux qui aiment la BD, en 2016 pour une bande dessinée entièrement édité en langue tamazight. Aujourd'hui, il compte à son actif tout un panel et tout un nombre de BD dans le même sillage et nous en parlerons avec lui dans un moment. Voilà qui est dit par rapport un petit peu au sommaire de cette matinée. Je vous souhaite encore une fois un bon réveil et de passer de bons moments en notre compagnie. Tout de suite, rien que pour vous, un point météo signé Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et oui, tous ensemble pour raconter aussi, pour décoder les cartes. Exactement, aussi. On va essayer. Oui, ça va. Et vous, Mina? Ça va? Oui. Bien? Ouais, le week-end, c'est cool, hein? Pépère. Pépère, oui, voilà, on apprécie surtout qu'il fait beau. Hein. Il fait très On beau. apprécie Alger Exactement. et très ensoleillé. Tout à fait, c'est le dernier jour, on va dire, des vacances Oui, des tout à enfants. fait. La reprise demain, donc autant en Oui, profiter. qui sait, peut-être que la pluie aussi se décidera à revenir hein, Ben, pendant cette on période de l'attend. reprise. On l'attend. Ah bah oui, On avec attend. plaisir, bien sûr. Surtout que les agriculteurs s'impatientent un petit peu pour leur culture. On en a besoin. Oui. On en- Que disent alors les cartes aujourd'hui Bien. On va le découvrir tout de suite. Bonjour à tous, excellent réveil, un petit peu de brume, quelques nuages bas, un taux d'humidité qui risque d'atteindre ou même parfois de dépasser les 60%. Sur les régions côtières, un ciel dégagé à partiellement voilé à l'ouest, au centre et à l'est du pays. Sur la partie sud, eh bien, on notera quelques passages nuageux, notamment sur la Saoura et le sud-ouest, avec quelques pluies, notamment du côté de Tindouf, un ciel dégagé à partiellement voilé. Sur le reste des régions sahariennes, avec de fréquents soulèvements de sable, notamment vers l'extrême sud, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord, 17 degrés du côté d'Alger, 18 à Annaba, 21 degrés
À Oran, on sera 22 degrés à Tlemcen, 17 Chlef, Rilizan et Tiaret, 19 degrés à Tizi Ouzou, Constantine et Batna, 21 degrés à Gardaya, 22 à Hassim Saoud, 27 degrés à Ilizi, 24 à Darar, 25 à Insalah et enfin 28 degrés, ça sera la maximale à Bordeaux du Mourtar Indezan. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer calme, un peu agitée sur l'ensemble des régions côtières, avec des vents entre 10 et 15 km/h à l'ouest du pays, entre 40 et 50 km/h sur le centre, et enfin entre 10 et 20 km/h vers la partie est. On passe tout de suite au continent africain pour aujourd'hui. Un ciel voilé à Abidjan, Abuja, encore Bangui, Kinshasa, Nairobi et Addis Abeba. Côté Mercure, on entra 28 degrés à Nairobi, 25 à Addis Abeba, 32 à Kinshasa et enfin 34 degrés à Abidjan. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci Mina Abed pour cet éclairage sur le temps et le temps qui va régner justement dans le territoire national. J'ai constaté quand même une baisse de température sur le littoral depuis les 23 et 25 degrés du début de semaine. Hier, on a eu 23 degrés et aujourd'hui 17. Ça baisse, ça monte, ça baisse. Donc, effet yo-yo, on va dire. Oui, on va dire effet yo-yo. Peut-être qu'on arrivera à ces ondées et ces pluies, qui sait? Peut-être. Allez, croisons les et prions ensemble. On espère. Peut-être que ça va annoncer le retour des pluies, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas, mais en tout cas un petit peu de fraîcheur. Bon, ça fait du bien quand même. Non, mais ça va. Voilà, mais plus au sud, un peu plus au sud, il règne un soleil magnifique. Exactement. Voilà. Mais faut pas oublier qu'il y a un petit peu de pluie à Tindouf, donc il faudra faire attention quand même. Oui, alors je pense que les touristes vont plus vers Tamanrasset, en ce moment, et Janet et Ilizi. Donc voilà, là ils seront servis. Ils seront souvent accompagnés de guides qui préfèrent, qui ont un groupe vraiment de prédilection. Les Tinariwen ont bercé tous les voyages au sud. Je ne sais pas si vous avez vécu ce type d'expérience, Mina. Malheureusement non. Mais j'adore ce groupe. Et vous verrez, si jamais un jour vous irez vers cette destination. Oui, je l'espère. Voilà, ce sera le groupe que vous entendrez le plus, et dans les cafétérias, et dans les voitures, les 4x4. Et c'est magnifique quand on parcourt les immensités désertiques avec Tinariwen. Allez tout de suite, voyage, immersion dans leur univers avec cette belle chanson. Et encore une fois, bienvenue, excellent réveil à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, on vous a promis un beau voyage à travers l'univers d'un BDiste. Il s'agit de Kamel Bentara, ici présent. Bonjour et bienvenue. Merci. C'est toujours un plaisir de trouver l'équipe Alger
Bonjour Bonjour Algérie, d'Algérie. avec la même fraîcheur matinale, c'est et je suis très gentil. content d'être avec vous. La fraîcheur, vous en connaissez un bout et d'ailleurs je suis jalouse de vous, hein. Franchement, vous habitez une région magnifique, à Zasga en l'occurrence. Voilà, donc c'est des petits villages comme ça qui sont perchés en haut de la montagne, au cœur d'une belle forêt, d'une densité Effectivement, il y a incroyable. Foyer Diacoran qui Oui, est très connu voilà. d'ailleurs par rapport à sa fraîcheur, par rapport à son eau aussi. Mais aussi, c'est ce que j'ai raconté aussi dans ma BD. Voilà, On en parlera un voilà, peu vous plus. venez aujourd'hui, donc voilà, pas les mains vides, avec une belle bande dessinée, justement, dont vous êtes l'auteur, fraîchement sortie. Donc, il s'agit, je vais essayer de la prononcer correctement, Azi Akoud Azul. Akoud Azul, Akoud Azul, attendez, Tislit je vais la répéter comme vous, hein. d'accord. Azi Akoud Azul. Ah, voilà, exact. C'est beaucoup mieux. Tislit Oui. Bonzar, c'est-à-dire c'est la fiancée d'Anzar. D'accord, oui, tout à fait. Donc, Tout à fait. Ça, c'est la suite du titre dont Tislit Anzar. On en avait parlé d'ailleurs avec une collègue que je salue ce matin, Siham qu'on salue, bien Kenouchoui. sûr. Oui, en fait, il y a eu de très belles légendes qui sont racontées dans votre région autour de Tislit Tislit Anzar. Bonzar, effectivement. Voilà, et Anzar en particulier. Anzar et en particulier. Mhm. Ce que je voulais faire, en Oui. réalité, moi j'ai créé deux personnages. Vous Oui. savez, un bidiste, ils essaient de concevoir, c'est-à-dire une histoire et les personnages de telle manière à pousser l'enfant à s'identifier facilement. Oui. Donc c'est beaucoup plus ça mon rôle. Tout à fait. Donc moi j'ai choisi deux personnages, deux, Azi Okdazou justement, que vous venez de les prononcer. Azul moi- est un petit gamin. C'est un petit gamin, c'est un chouchou de la maman. Oui. Donc j'ai déjà fait présenter deux BD ici, Oui. une en hommage à Yedi, une autre à Azouk Azout dans la Yunayer, dans la chonite du Yunayer. Mais là, je suis en train de raconter le calendrier agraire berbère. Au fur et à mesure, je raconte à chaque fois une petite histoire, parce que nous, c'est-à-dire on a 42 fêtes, coutumes, Oui. à Mazir, dans le calendrier agraire, que j'essaierai bien À sûr chaque fois d'en présenter une. de présenter une avec les mêmes personnages. Oui. Je peux ajouter un personnage parce que je viens d'ajouter juste le nom sans présenter un autre personnage, c'est Dehia, que je vais raconter prochainement. Très bien. Donc voilà, c'est un effort de vulgarisation finalement que vous faites en faveur Oui, on de vulgarise. la petite enfance. Donc en fait, ce sont aussi des bandes dessinées qui peuvent être lues par des adolescents ou alors même des adultes. Oui, pourquoi des pas, hein. mamans, des papas. Oui, on va tout à raconter fait, ça à tout nos à fait. enfants. Et ça leur donnera peut-être l'idée de raconter les choses pour ceux de la nouvelle génération qui n'ont pas cet héritage du patrimoine immatériel justement jalousement Effectivement, prouvé oui, par les grands-mères. Donc ils pourront s'inspirer. J'ai fait Fibda cette année. Oui. J'ai fait Fibda cette année à Oui. Riyad al-Fat. Ça m'a étonné parce que j'ai rencontré le monde algérien Oui. parce qu'ils ne connaissaient pas la BD en Tamazias. Oui. Ils se sont retrouvés à l'intérieur parce que je disais voilà, ma grand-mère m'avait raconté cette telle histoire, ma grand-mère. Ils étaient contents. Moi j'ai rencontré un autre Ils ont monde fait de beaux algérien. Oui. voyages grâce à Parce que, cette BD, effectivement, ils ont effectivement. fait. Bon, il y a plusieurs BD bien sûr, mais ils ont fait vraiment un voyage. Ils se sont retrouvés chez eux, ils se sont trouvés. Vous savez, nous, chaque langue, je pense, chaque langue véhicule avec elle une histoire. Un héritage, Un héritage, voilà, des coutumes, symboles culturels, des voilà, légendes, des exactement, histoires. exactement. Et justement, l'une des premières histoires que vous avez racontées à travers cette bande dessinée où vous mettez en avant Azul a été primée au FIBDA, justement. Vous venez de citer le FIBDA. Et justement, lors du concours national de la BD et du cosplay, c'était la 9e édition en 2016, vous avez été lauréat du prix des jeunes talents. Voilà. Exactement. Comme j'ai eu le prix aussi cette année, Oui. le 3e prix de la bande dessinée professionnelle. Ouais. C'est dire c'est une que très vous bonne avez acquis de l'expérience depuis. Voilà. Oui, j'ai acquis une expérience effectivement considérable, très importante aussi, ce qui m'a permis d'améliorer et mon style et ma façon de raconter. Il est très important pour moi de connaître à qui j'ai dit, Oui. pour qui et pourquoi je le fais. Allez, question, pour qui, pourquoi vous le faites? Voilà, voilà, je le fais justement, vous venez de le dire auparavant, d'abord on va vulgariser, on va essayer de faire connaître aux enfants l'histoire
profonde dans l'Algérie, bien sûr. Et c'est une manière aussi d'algérianiser un personnage. Vous savez, Mouloud Faraoun, Oui. dans ses romans, pas sortir un petit peu de la Fouroulou. BD, Fouroulou, par Fouroulou, exemple, le petit gamin, oui. prenons le Mouloud Faraoun, ses romans n'ont jamais été considérés comme littérature française. Oui, tout à fait. J'ai toujours considéré comme littérature kabyle d'expression française. Oui, algérienne, d'expression française. Comme disait voilà, aussi, mais- même Boujra avait Oui, fait cet tout à roman, fait, comme tout à Kate fait. Biassin l'avait dit, j'ai dit en français pour dire en français que je ne suis pas en français. Il est aussi. Oui, bien sûr, comme disait Kate Biassin, c'est juste le butin de guerre, donc la le but- langue. Hein. exactement. C'est juste un butin. Mais aussi de présenter une BD Oui. en tamazir, avec une histoire amazir, avec des noms amazir, c'est une manière aussi d'algérianiser un style. Parce que Tout il y à a fait. trois Et styles. puis c'est votre région, vous avez ça dans les veines. Donc vous avez d'abord commencé par éditer un album de caricatures, n'est-ce pas, en langue En langue française. française, ouais. Vous avez aussi sorti une BD en arabe Oui, tout au début. Deux BD en deux BD arabe, oui. ça, c'est- Voilà, on rappelle que la première BD, c'était voilà, Amicalement Vôtre, c'est bien Amicalement ça? Vôtre, ça c'est un album de Ah, ça, caricatures, c'est les caricatures en français. effectivement. Et puis, il y a eu, voilà, sous la houlette de la direction de la jeunesse et des sports de Tizi Ouzou, une première BD, puis une première seconde BD. sous l'égide de l'Algérienne des eaux. Ça, Donc, c'était voilà, en c'était expression en arabe, arabe. bien sûr, en Oui. arabe. C'est une manière d'abord aussi de vulgariser par rapport à l'eau, par rapport à la Oui. protection. Mais lorsque la langue nationale, la langue amazigh est devenue officiellement nationale, Oui, tout à fait. donc il est de mon devoir en tant que bidéiste. Moi, j'ai une main, je peux faire de la BD, donc pourquoi ne pas travailler amazigh? Pourquoi ne pas aider cette langue à s'épanouir? Oui, aider la petite enfance à s'habituer à cette s'habituer, à langue. s'identifier À facilement. s'identifier aussi S'identifier, parce que c'est bon, quand c'est la langue maternelle, donc cette première cible, j'imagine que ce sont toutes les personnes qui sont capables de lire ou de Je le trouve ou de facilement. parler en Je vais tamazigh. juste raconter une petite anecdote. J'ai été félicité par une personne que je ne connaissais pas en France. Elle avait acheté ma BD et lisait à son enfant chaque soir. Ah, c'est génial. C'est ce que j'ai pensé. Vous l'avez dit. Il m'a remercié tout simplement parce que une semaine après, son enfant commence à lui parler le kabyle. Oh mon Que Dieu, quel d'habitude, il bonheur. avait oublié. Il pensait Oui. que le monde, il y a que parce qu'il est en France, il pensait qu'il n'y a que les Français qui peuvent faire de la bande BD, qui peuvent faire des histoires. Donc, il a trouvé. Oui, une les BD. petits bambins sont de véritables perroquets. Déjà, bon, c'est vrai que la maman, quand elle s'exprime dans la langue maternelle, elle permet à l'enfant de se familiariser avec cette langue. Mais il faut dire que c'est vrai, les expatriés ont tendance à utiliser la langue du pays la langue- d'accueil. Voilà, Le exactement. français, en l'occurrence, ou l'allemand, ou tout dépend où ils sont dans cette planète, effectivement. Donc, mais le fait qu'il a trouvé qu'une BD aussi Oui. magnifique existe aussi en sa langue maternelle, elle a aimé. Donc, il commence à parler sa propre langue. Oui. C'est très important. Ce que j'ai On raconté. va croire que vous êtes vraiment, comment dire, quand vous dites magnifique, mais c'est vrai, moi je confirme, c'est magnifique. C'est magnifique par sa simplicité, c'est magnifique par son trait, c'est magnifique par le caractère de ce petit gamin. Et voilà, par les échanges avec sa maman, voilà, on parle justement de transmission de cet héritage à travers la présence d'un autre personnage dans cette BD, la exactement. maman en l'occurrence, En le moment, exactement. qui est en tenue traditionnelle d'ailleurs. C'est tout à fait normal. Oui. On vient de le dire. Une langue Oui. véhicule avec elle toute l'histoire, Tout sa à fait. culture. Donc là, j'ai raconté un petit peu l'histoire. Comme cette année, vous voyez qu'il y a une petite sécheresse. Oui, tout Donc, à fait. Anzar, il est connu. C'est un mythe, de toute façon. C'est unique un mythe berbère qu'on fêtait dans les Aurès, dans les Warsenis, dans le Rif, dans l'Atlas, dans Kabylie, mais chacun sa façon de fêter, Tout à fait. d'implorer Anzar de donner de la pluie. Donc on a raconté qu'Anzar, en voyant C'est de loin l'esprit de la pluie, en fait. l'esprit, Voilà, le maître de la l'esprit, pluie, oui, bien le sûr. maître, l'esprit, Le tout maître de la dépend. pluie, Vous avez en raison. voyant une fille jolie, une beauté extraordinaire, briller de loin, parce que c'est comme une lune, on disait que briller comme une lune, donc il descendait vers elle pour lui demander de lui donner son trésor. Sinon, il va lui enlever l'eau. L'eau qui reflète toute sa beauté. Voilà. L'eau et la verdure. Donc, Oui. moi, j'ai essayé de vulgariser tout ça. J'ai essayé de premier degré, bien sûr, sans trop travailler dans la profondeur Du mythe.
Voilà, du Oui. mythe. J'ai juste raconté, comme quoi Azul, parce que je racontais Azul, qui passé son temps à chasser Azé, de Roche-Gorge. D'accord. Donc, il voulait il n'arrivait pas à placer ses pièges parce que la terre était aride, c'est sec, il n'y avait Oui. pas de la pluie. Donc, en rentrant à la maison, il trouve sa mère en train de préparer un grand couscous. Il ne savait pas pourquoi. Il découvre pour une fois qu'on va préparer une fête de Yanaï, Oui. la fête de Sili de Banzar. Oui. Donc, il était un petit peu mal à l'aise Curieux. parce que non, curieux, oui, parce qu'il n'a pas participé à la réunion D'accord. de village, Oui, parce donc qu'il il ne le savait courait pas. après l'autre personnage. Voilà, il passait son temps loin de toutes, c'est-à-dire toutes ces réunions qu'on faisait au Tajmat. Mais il voulait savoir qui est l'élu. Qui est cet Anzar et qui est Tisli Anzar? Tesla Banzar, Oui. exactement. Quand sa mère lui disait que c'était Deya, ouais, il n'était pas content. Ah, parce qu'il l'a convoité? Non? Non, parce qu'il était avec lui en classe. Oui, Ils donc partageaient la sûrement même table, que- la même classe, Oui. la même école. Donc il était pas content, il est sorti fâché. On retrouve Azé, justement, comme par hasard, Azé, qui attendait Azul. Il l'attendait parce que c'est l'habitude de passer ses pièges, de ramener des bons olives. Donc lui, ça lui fait de la nourriture aussi pour Azul, pour Azé. Ce sont ce sont des ennemis qui sont au fond de bons amis. Mais pour une fois, il se retrouve ami. Oui. Parce qu'on le trouvant fâché, il lui disait pourquoi tu es fâché. Il lui disait moi je ne veux pas que Deya soit la fiancée d'Anzar. Oui. Alors Azil lui propose voilà, je vais te proposer une bonne idée. On va aller chercher Anzar. On va aller anticiper le pas au village. On va chercher Anzar. On va lui dire que on ne permet pas d'épouser De Deya. me prendre Dia, Deya, voilà. voilà. Donc en cherchant, On va pas raconter toute l'aventure. Hein. je vais juste On va laisser quand même des finaliser petits justement mystères. cette Oui, aventure. Je allons-y. vais juste finaliser en arrivant justement à la source de l'eau. Il essaie d'écrire Monsieur Anzar, sortez, sortez, je vais vous parler. Puis il y a un aigle à l'intérieur, juste à côté, dérangé par le hurlement. Il lui disait à quoi sert d'appeler Anzar? Il ne soit pas pour n'importe qui. Il lui disait oui, je le sais. Puis Azil, en ironisant, il disait qu'il ne voulait pas que Anzar épouse. Il disait l'aigle. Alors pourquoi? Elle est belle? Non, je partage juste avec elle Moment de classe. moment de classe. Non, elle est belle. Elle est belle. Oui. Elle a la beauté d'un Amazir et le charme du Kabyle. Elle lui disait, alors, ne criez pas fort. Parce que si Anzar vous écoute, il ne va pas se contenter de vous donner de la pluie, il va aussi ajouter de la neige. Donc il va Voilà. redonner la beauté à la Kabylie Oui. et le charme de ses montagnes. Très bien, donc c'est vraiment, Voilà, voilà, je l'ai- c'est tellement... Oui, vous l'avez c'est résumé, juste- Ah oui, mais je l'ai- vous allez détrôner Siam Kenouch si vous continuez. Et on voit justement dans la couverture cette image où il y a cet animal, ce petit Le sanglier. donc voilà, qui est un animal familier de la forêt, qui porte cette louche, qui est aussi symbole de la Symbole, justement, procession. la procession, La exact. procession d'Anzar, donc qui est aussi avec cette Aranjay, comment dire, Aranjay ou Ranjaya. Exact. Ça dépend, ça dépend où l'on se place, effectivement. Et donc, il y a aussi cette belle louche qu'on habille et qui participe On un avait peu. effectivement, d'habitude, avant, on l'utilisait carrément une jeune fille. Oui. Mais par la suite, il y a ceux qui utilisent juste une grande louche, puis avec, on l'habillait, ça On a la manière l'habille de... en blanc, ou comme ici avec la fota, donc, qui C'est fait tout, partie ça. de cet héritage traditionnel de la région de Kabylie. Donc, revenons un petit peu à vous, donc Kamal Bentaha. Dans une interview accordée à un quotidien national, vous disiez « Le rêve de chaque bédéiste est de créer son propre personnage ». Combien de temps vous a-t-il fallu pour créer Azul? Azul, c'était facile, mais juste pour le concrétiser, ça m'a permis quand même de travailler beaucoup. Oui. J'ai créé un personnage à Azul, parce Oui. que Azul est venu avant le petit oiseau ou est-ce que c'est c'était l'oiseau en qui même est temps. venu? Moi, En même temps. je voulais raconter ma petite vie, Oui. ma petite vie de petit garçon à mon enfant. Une fois que j'allais accompagner mon enfant vers l'école, j'ai entendu Oui. à Azé, pour la première fois, il arrivait souvent au mois d'octobre. Donc j'étais content de l'entendre. Je disais à mon enfant, voilà, Azé vient d'arriver comme d'habitude. Il ne le connaissait pas. D'accord. Il ne connaissait pas Azim, c'est qui incroyable. Pour Rouge-Gorge, je ne le connaissais pas. On vivait avec lui, nous, on vivait avec lui. C'est lui qui nous a annoncé l'hiver, c'est lui qui nous a annoncé la cueillette des olives, c'est lui qui nous a annoncé tout ce que
tout ce que la neige. Je lui disais, cet après-midi, je vais vous faire une BD. C'est là où il est né, à Azok d'Azoul. D'accord. Juste pour dire à mon enfant, voilà ma petite vie, comment je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu avec Azok. Très bien. Et j'aimerais bien que vous le faites la même chose. Oui, Vous, très les bien. enfants, J'espère que vos enfants et les enfants, justement, de tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, profiteront pleinement du bonheur que procure la Dame Nature. C'est vrai que vous vivez dans une nature très généreuse, dans cette belle région d'Azazga, et vraiment, vous essayez de transposer ça dans vos bandes dessinées de fort belle manière, et vous racontez tout un pan de votre culture. Et ça, c'est louable dans le sens où c'est une vulgarisation. Il faut dire que vous êtes venu à la BD comme ça, un peu progressivement, parce que vous étiez d'abord caricaturiste, J'étais caricaturiste voilà, de presse. De presse, effectivement, mais j'ai travaillé de la BD aussi. J'ai travaillé de la BD à Cuba, Nounou. Oui. J'ai travaillé déjà de la BD à Cuba, mais je me retrouve dans la BD. Je me trouve beaucoup plus dans la BD. J'ai un message à transmettre. Je le transmets. Et je préfère la BD parce que le travail pour la jeunesse, le travail pour les enfants manque énormément. Oui, absolument. Ça manque. En tout cas, vous avez pu renouer avec la couleur. Avec la couleur, oui. vous qui étiez allergique à l'essence de térébenthine étant gamin. Exactement. Vous auriez aimé continuer à faire de la peinture, mais vous avez abandonné au profit du dessin et du trait. Et votre trait s'est affirmé avec le temps. La bonne manière d'aider l'enfant et la bonne manière aussi d'aider la langue, à dire, toutes les langues de toute façon, oui, tout à fait. Il faut la démarrer dès son enfance. Plus l'enfant grandit, plus la langue grandira avec lui. Donc il faut vraiment être réaliste. Il faut savoir, je viens de vous le dire, qu'il faut savoir à qui on édite, pour qui et pourquoi. Je pense que c'est très très important. Oui, c'est vrai qu'il y a des auteurs aujourd'hui qui donnent un ancrage à la langue derja également, à travers des ouvrages, des premiers romans. On les a vus venir tout récemment donc, dans le monde littéraire, l'univers littéraire algérien. Et vraiment, c'est tout à l'honneur de tous ceux qui veulent préserver l'identité, effectivement. Donc voilà, donc, vous êtes aujourd'hui à votre 6e bande dessinée. Donc les aventures d'Aziz vont se poursuivre, n'est-ce pas? Ils vont se poursuivre, bien sûr. On en a parlé déjà, comme je l'ai parlé déjà mon dernier passage sur Canal Bonjour Algérie, effectivement. 44 fêtes. Oui, ça promet. Hein. 44 fêtes, c'est un boulot. Ça promet. Donc, on va dire un mot quand même pour citer l'éditeur. Je suis l'éditeur. Vous êtes, vous autoproduisez et c'est excellent. Auto-édition, donc c'est tout à votre honneur, Kamel Bentaha, vous qui avez été au départ autodidacte, donc vous faites tout par vous-même. Bravo. Merci, nous avons été ravis de vous recevoir, Kamel Bentaha, donc pour présenter votre toute dernière BD, Azoul, Tisli Nazar. Donc c'est une très belle légende qui raconte justement l'esprit de la pluie. Et merci encore une fois d'avoir été avec nous. On se quitte sur un reportage qui va nous emmener vers les ateliers, vers un village. Voilà, on était en train de citer des villages et c'est vrai que c'est aussi un village d'une grande beauté, le village Ait Hadda, que nous présente aujourd'hui Badia Armani dans ce reportage. À tout de suite. C'est au pied de ces montagnes majestueuses du Durdura que se dresse cette ancienne maison berbère. Située dans le village Ait Hadda, à plus de 600 mètres d'altitude à Ain el-Hammam, cette maison a été à moitié transformée en un petit musée. Ses propriétaires Nemelika et Da Mohamed rendent ainsi un hommage à la mémoire des anciens. Cette maison est vieille de 60 à 70 ans. Ma belle-mère y vivait avec mon beau-père et tous leurs enfants. Nous souhaitons paix à Nafatma. Nous gardons cette maison ancienne intacte en souvenir d'elle. Cet outil de tissage entre mes mains lui appartient. Il dépasse 40 à 50 ans d'âge.
Cette maison a été achevée en construction aux environs de 1956. D'anciens matériaux de construction locaux de notre région ont été utilisés, à savoir la terre et la pierre. Toute la famille y vivait dans les anciens temps. 48 membres ont tous vécu ici dans la solidarité et le respect. Nous souhaitons que cette nouvelle génération prenne conscience de l'importance du patrimoine ancestral pour le préserver encore. Construite dans les années 50, cette ancienne bâtisse résiste aux aléas du temps et à la rudesse de Dame Nature. Ici, dans cet endroit, nous trouvons des outils très anciens, datant de plus de 80 ans pour certains. Des tapis, des poteries, des ustensiles en métal, en cuivre, des souvenirs aussi de cette région qui pratiquait le métier de la forge. Notre village Aït Hadda est riche de son histoire. Il a participé à l'indépendance du pays. Nous étions des forgerons. Nous fabriquions de nombreux outils pour la vie quotidienne, y compris pour l'agriculture, des haches, entre autres. Cet outil pour travailler la terre est ancien, de 80 ans. Une maison ancienne à Tizi Ouzou, des traditions, des générations qui sont là aux côtés des personnes adultes pour les préserver. Les enfants sont initiés au respect du patrimoine et des coutumes ancestrales. Myriam, Lydia et les autres enfants rendent souvent visite à Namalika et à Da Mohamed. On leur inculque très jeune à aimer leur patrie et à préserver leurs traditions. J'adore cette ancienne maison de Nana Malika. Je suis contente de connaître et d'apprendre à préserver mes traditions, celles laissées par nos ancêtres. Je viens toujours chez Nana Malika pour voir comment vivaient mes grands-parents. Ma grand-mère, paix à son âme, traitait la laine avec cet outil de tissage. Préserver un patrimoine, c'est préserver une mémoire. En quelques instants seulement, cette maison a réveillé en nous les souvenirs d'une époque où les familles étaient réunies autour d'un canoun, le bon vieux temps d'une vie simple loin des écrans et de toutes les technologies numériques. Voilà, tout au début de l'émission, nous avions promis que nous allions faire une immersion dans l'écosystème entrepreneurial. Aujourd'hui, nous avons vraiment plaisir de vous présenter une start-up qui commence à se frayer un chemin parmi les grands. Il s'agit donc de l'application Clock. Un des membres fondateurs de cette application, ceux qui ont travaillé sur le projet pendant un bon bout de temps, on va dire combien dans un petit instant, est Sofiane Boucharala, ici présent. Bonjour Sofiane. Bonjour, merci de votre invitation. Oui, vous représentez tout un groupe de personnes qui travaillent au développement de solutions justement innovantes et numériques surtout, voilà. N'est-ce pas? Oui, oui. Donc l'entreprise c'est Flambosoft. Ça a été créé depuis 2016, donc on fait de la prestation de services dans le développement de solutions numériques. Et puis nous avons nos propres projets. Très bien. Comme ce petit bébé qu'on appelle Clock. Voilà, Clock, voilà. Clock qui veut dire horloge, heure. Voilà, ça inspire la valeur du temps. Le temps que nos enfants perdent sur leur téléphone, surtout la dernière génération. Donc c'est une génération c'est une génération d'écran. Donc ils sont tout le temps focalisés sur leur téléphone avec les jeux, les réseaux sociaux. Voilà. Et puis Clock, c'est l'abréviation de Community Learning Online Challenges. Donc il y a de l'apprentissage, des challenges, c'est comme un jeu. Et donc l'assemblage de toutes ces lettres a donné un très beau sobriquet qui a aussi son sens. Voilà, c'est pas mal, voilà, c'est pas mal. Voilà. Donc chaque lettre a sa signification. Ouais. Voilà qui est dit par rapport à ce nom accordé à cette application que vous avez créée. Vous y avez travaillé combien d'années?
Nous sommes à notre troisième année sur le projet. Voilà. Troisième année aujourd'hui, donc si vous êtes là, c'est aussi pour annoncer que vous avez bénéficié de l'aide d'un nouvel incubateur qui vous accompagne désormais. ANPT, oui, ANPT, c'est l'incubateur de Sidi Abdallah. Donc nous sommes en train de suivre des formations justement, de l'accompagnement. C'est dire que le label a intéressé l'incubateur, le label méritait cet accompagnement. Mais vous aviez déjà les prémices des gagnants dans la mesure où vous avez déjà décroché un prix cette année. Oui. Voilà. C'était au Salon national de l'innovation au Palais de la Culture. Donc nous avons eu le premier prix. Ouais, c'est pas rien, hein. C'est vrai que bon, il y a l'émergence de toute une brochette de nouvelles applications destinées à l'apprentissage, destinées justement à la transmission du savoir. Voilà, vous avez quand même eu le courage d'intégrer cet univers en particulier. Oui, justement, parce que Clock, c'est tout à fait différent des plateformes et applications classiques. Parce que Clock, donc nous avons utilisé les techniques de ludification. Parce que les jeunes, les adolescents du moyen et secondaire, ils sont focalisés sur leur téléphone, ils jouent aux différents jeux et puis ils sont aussi connectés sur les différents réseaux sociaux. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons... Qu'est-ce que vous entendez justement par le terme ludification? Ludification, c'est l'utilisation des techniques de jeu dans d'autres domaines. Ludique. Voilà, c'est ça. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris le programme ministériel et nous l'avons mis dans l'application sous forme de parcours de jeu. Oh, c'est excellent ça. Voilà. C'est excellent. Voilà, donc c'est l'apprentissage interactif. Donc, l'élève, il va trouver des stations. Donc, chaque station, il va avoir des informations unitaires suivies par un nombre de questions, quiz. Un peu comme les challenges des gaming. Voilà. Et puis, il y a la section challenge, c'est des duels entre deux élèves. Donc, ils vont répondre à plusieurs questions et puis ils vont gagner des points. Il y a le tableau de classement, leaderboard. Et il y a aussi le volet échange social. Donc, qui va être comme une alternative aux réseaux sociaux connus qui contiennent du contenu qui n'est pas destiné à leur tranche d'âge. Donc, c'est ça justement, l'intérêt, c'est de fournir une plateforme aux jeunes qui est sécurisée et modérée. Très bien, donc ils pourront toujours assouvir leur curiosité à travers l'échange, mais sans être en danger, sans être vraiment dans l'excès, sans être dans le jeu agressif, mais plutôt bénéficier d'un espace de jeu supplémentaire qui est au service de son apprentissage. Voilà, et le plus important, c'est que tout cela est suivant le programme ministériel. Oui, pardon, j'ai entendu un bruit dans mon oreille, ça m'a distrait un petit peu. Donc, on parlait de cette spécificité qui a fait que votre solution soit intelligente, attractive. C'est l'intégration de l'aspect ludique. Et je disais que parfois les jeux sont un peu agressifs ou un peu, trop, comment dire, ils provoquent une forme d'addiction. Et c'est bien qu'on passe à une autre forme d'addiction grâce à vous. Voilà, c'est une addiction bénéfique. Oui. Voilà. C'est ça. Très bien. Donc, je ne sais pas si on a des images qui nous permettraient de voir. Je pense qu'on a quand même la possibilité de voir Clock. Je pensais que c'était Clock avec CK. Non. Donc, C-L-O-C. C-L-O-C pour Clock. Donc, on la voit à présent, on voit un petit peu l'espace d'accueil de cette plateforme. Est-ce que ça va? Vous l'avez testé sur des adolescents? Qu'est-ce que ça donne? Nous avons fait un pré-lancement, ça fait une année, en février dernier. Donc nous avons fait de petites opérations sur les réseaux sociaux, Nous avons eu 30 000 téléchargements, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Oui. Puis après, nous avons fait des concours au sein de l'application et tout pour voir les retours des différents utilisateurs.
Ça nous a permis de voir les insuffisances du projet et tout. Et puis, nous avons travaillé sur cela et nous avons amélioré et corrigé quelques erreurs. Nous avons amélioré l'application. Maintenant, l'application est prête pour le lancement officiel. Très bien. Donc, est-ce que votre stratégie marketing s'est faite comme ça, spontanément, je veux dire par juste l'expérience du petit noyau de 8 personnes, ou est-ce que c'est l'incubateur qui vous a insufflé cette manière de faire? Bon, pour le pré-lancement, on n'était pas d'ailleurs intégré à l'incubateur, nous l'avons intégré dernièrement. Donc pour le pré-lancement, nous avons consulté des spécialistes dans ce domaine. Maintenant, avec l'incubateur, nous avons pu établir un plan de communication et une stratégie marketing pour le lancement du projet. Très bien. Voilà. Donc, à hauteur de 2022, on verra justement Clock étendre son champ justement de très sa prochainement. cible jusqu'à plus. Donc, vous disiez à 30 000 usagers déjà, 30 000 utilisateurs. Oui. 30 000 utilisateurs qui sont dans le cycle, ce qu'on a précisé tout à l'heure, c'est que vous vous adressez à deux cycles, deux cursus en particulier, le moyen et le secondaire. Voilà. Lycée et lycée et CEM. Oui. Avec toujours les mêmes objectifs, donc toujours par le même biais du jeu et du ludique et du challenge, du défi. Oui, ça et ça aussi, ça permet parce qu'il y a aussi une section pour la collaboration entre les élèves, section exercice, là où les élèves peuvent, lors des révisions, lorsqu'ils ont des difficultés lors des révisions, peuvent tout simplement prendre l'exercice en photo et mettre dans l'application. Donc ça permet aussi de briser les barrières entre les différents niveaux. Donc les élèves des différents niveaux peuvent collaborer dans la même plateforme. Très bien. Et qu'en est-il des enseignants, des profs? Est-ce que les profs sont mis de côté complètement au profit de cette vulgarisation du cursus? Non. Actuellement, nous sommes en train de travailler avec des enseignants parce que cette année, nous nous sommes focalisés sur l'examen, 4e et terminale. Nous sommes en train de travailler avec des enseignants pour enrichir le contenu de Clock. Et puis, il y aura des mises à jour où on va intégrer des comptes pour les parents d'élèves et pour les enseignants. Ah, très bien. Très bien. Donc, l'élève pourra aussi communiquer avec des enseignants. Voilà. Les parents aussi peuvent peut-être s'enquérir du niveau les parents, pourquoi justement? Je n'ai pas les compris. parents auront des tableaux de bord parce que tout est quantifié dans l'application. Toutes les actions des élèves sont quantifiées, donc les parents auront des tableaux de bord et ils peuvent faire le suivi de leurs enfants sur l'application. D'accord, donc vous avez pensé aussi à cet aspect. Bien donc sûr. les parents, c'est vrai qu'ils sont souvent inquiets, voilà, et peut-être qu'ils joueront eux-mêmes. Hein. Peut-être qu'une fois sur la plateforme, ils seront tentés aussi de revoir, de revisiter un petit peu leurs notions et ce qu'ils ont accumulé comme connaissances. On ne sait jamais. En tout cas, on a parlé justement de l'application de manière générale. Est-ce que ça englobe toutes les matières confondues ou est-ce que vous avez ciblé des matières en particulier? Ça doit englober toutes les matières. Actuellement, comme je vous l'ai dit, nous nous sommes focalisés sur les classes d'examen. Tout à fait. Et nous sommes en train de travailler sur les autres classes, mais ça va englober toutes les matières. Toutes les matières, voilà, y compris les langues, les matières techniques, voilà. En fait, les matières qui sont qui embêtent un peu les enfants, ce sont les matières où il faut apprendre. Donc, par le ludique et par le jeu, je pense que ce sera beaucoup plus facile de parler d'histoire géo, par exemple. Oui, justement, à travers les challenges, donc à force de jouer, les questions ils vont se répéter et l'élève il va se retrouver en train d'apprendre les réponses pour gagner. Et c'est ça l'objectif. Et malgré lui, il va être prêt pour l'examen. C'est ça justement l'objectif. Voilà, je me demandais ce qu'il y avait de nouveau parce que voilà, je disais qu'il y avait quand même tout un florilège d'applications en faveur de l'apprentissage des enfants, mais la vôtre se démarque et mérite amplement ce premier prix décroché donc au niveau du Palais de la Culture à l'occasion du Salon national de l'innovation
innovation. Bravo. Merci. Donc, on rappelle qu'on parlait de clock qui, je vous laisse voilà, le mot pour justement parler de clock. Je vous cède la parole pour la présenter une dernière fois. Clock, c'est la première application algérienne gratuite destinée pour les élèves du moyen et du lycée qui comporte de l'apprentissage, divertissement et échanges sociaux. Très bien, merci, voilà qui est bien dit. Merci à vous. Donc, Sofiane Boucharala, vous êtes le fondateur de l'application dont on vient de parler, Clock, qui est destinée donc aux élèves du moyen et du secondaire. Donc, à travers vous, nous saluons toute cette équipe qui a travaillé d'arrache-pied pendant 3 ans pour offrir ça, cette solution innovante aux jeunes adolescents. Merci infiniment. Merci. Et, Merci voilà. beaucoup. Oui, j'ai senti que vous vouliez dire quelque chose là, rapidement. Oui, je voulais saluer tous les utilisateurs de Clock et leur dire qu'on est à leur disposition pour Oui. tous les problèmes. Vous avez une page, vous avez un site? Oui, la page, nous avons la page Facebook, Instagram, ils peuvent nous contacter, nous sommes à leur écoute. Très bien, merci infiniment encore une fois et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie. On a promis pas mal de voyages. Tout de suite, nous avons, à l'instant, nous venons de faire une immersion dans l'écosystème entrepreneurial, mais juste après, nous allons faire un voyage dans le temps avec Samira Hadjamar qui va me rejoindre dans un instant pour nous présenter un édifice, un monument justement qui faisait justement l'éloge de la Casbah d'Alger. Mais avant, voyons un petit peu à quoi ressemble cette école. On parle justement de lycée. Un lycée très réputé du côté de Miliana a bénéficié d'une opération de restauration. Cette ville aussi englobe une horloge, en parlant de clock, une horloge très réputée. Donc, mais on va tout de suite laisser Feriel Hamdi nous balader à travers Miliana. Et c'est parti. Miliana qui se trouve à environ 119 km à l'ouest d'Alger. Pour parler cette fois-ci de l'opération de restauration des 2 anciens lycées de Miliana. Ces lycées qui ont vu défiler des générations au fil du temps. Des noms célèbres qui ont perpétué la mémoire de ces lieux du savoir. Un véritable joyau architectural bénéficiait de réhabilitation, le lycée Mohamed Abdou, une école fondée en 1876. Cette école va former des institutrices pour toute l'Algérie jusqu'à la création des écoles normales d'institutrices de Constantine et d'Oran. En 1946, l'école normale fait place à un lycée ouvert aux jeunes filles sous le nom d'Alphonse Sodé. C'est après l'indépendance qu'il sera baptisé Mohamed Abdou. Un peu plus loin, le lycée Mostafa Farroukhi, ancienne école primaire supérieure de style néoclassique. Dans les années 30, il comptait 400 élèves, dont 200 en internat, ce qui faisait de lui l'un des plus importants du pays. Dans le cadre de la récupération du patrimoine historique, des actions de réhabilitation ont été entreprises à travers les 2 lycées. Une action de restauration a été effectuée au niveau du lycée Abdou, les travaux sont achevés. Et ici, là, nous assistons à des travaux qui sont en cours au niveau du lycée Farroukhi. Donc vous voyez, la réhabilitation de cette structure consiste à conserver l'aspect architectural tout en portant des actions sur le confortement des murs et de la structure, la réfection de la boiserie et toute action qui peut conforter et rendre plus solide l'édifice tout en préservant l'aspect architectural. Monsieur Mohamed Lanjrit, ancien professeur de sport au lycée Mostafa Farroukhi, se souvient des meilleurs moments vécus durant les années 60-70. Ce lycée a eu la chance de former des cadres de la Révolution. Houssine Aït Ahmed, par exemple, Omar Siddiq ont fréquenté cet établissement en internat, puisqu'ils étaient au lycée Mohamed Abdou dans leur formation de normaliens. Donc il y a énormément de... Et puis ce lycée porte le nom d'un personnage prestigieux qui a été élève, qui est natif de la ville, Mostafa Farroukhi, qui a été le premier diplomate shahid. Il rejoignait son poste en tant qu'ambassadeur du GPR en Chine quand
quand son avion a été dynamité au-dessus de Kiev en Ukraine. Cet endroit, par exemple, cet endroit là-bas, permettait aux anciens élèves de chercher les Dougouraya qui étaient très frileux parce que les hivers ici sont rudes. Et on s'est toujours demandé pourquoi ils ont choisi cet endroit pour se concentrer pendant les nombreuses récréations. On a fini par comprendre que derrière ces murs, dans la soupente, c'est l'endroit le plus chaud parce qu'il accueille la buanderie, il accueille le chauffage central. Quant à Anissa Khouetmi, aujourd'hui architecte, garde toujours en sa mémoire les meilleurs souvenirs passés dans ce lycée. Le lycée Ferrochi a toujours représenté un symbole pour toute personne qui a fait ce lycée, qui a été étudiante. J'en suis une. J'ai fait le lycée à partir de l'année 83 à l'année 86. J'ai eu mon bac dans ce lycée. Donc il y a beaucoup de souvenirs qui marquent notre passage au secondaire. Quelques souvenirs avec nos enseignants, certains sont vivants, d'autres sont morts. Mais sachez bien que parfois, la mémoire d'un lieu peut marquer un individu. Donc il est très important de conserver ce qui est ancien, parce que c'est en quelque sorte conserver notre mémoire. Nous sommes constitués en groupe comme ça et chaque quinzaine, on organise une sortie découverte. C'est de découvrir les villes d'Algérie. Et nous sommes passés par Cherchel, etc. Et là, on vient sur Miliana pour découvrir les musées, etc. Oui, la ville, elle me plaît. Enfin, j'ai pas vu grand-chose dans la ville, mais apparemment, c'est une belle petite ville, chaleureuse. Surtout sur les traces de l'émir Abdelkader. Je voulais voir un peu les traces de l'histoire aussi. Et puis j'ai aimé cette ville, elle est très belle, l'architecture est magnifique. Les boulevards sont aérés, les gens sont accueillants, il y a une bonne gastronomie aussi, on a bien mangé. Et puis voilà, j'étais agréablement surprise par cette ville qui demeure très belle. Alors, ne ratez pas cette occasion et venez visiter Miliana, une ville riche par son histoire. Voilà, après ce voyage au cœur de Miliana, un autre voyage, un bond dans le temps même, avec Samira Hadjamar. Bonjour Samira. Bonjour Radia. Ça va? Et toi? Très bien. Alhamdoulilah. Le week-end, pépère. Génial. Gentil. Oui. Alors aujourd'hui, c'est l'histoire d'un monument que nous allons raconter, n'est-ce pas? Un palais même. C'est un petit morceau de l'histoire d'Alger. Et de la Casbah. Et de la Casbah. Peut-être pas la Casbah, parce qu'à l'origine, la Casbah, c'était la citadelle d'Alger. C'était ça, la Casbah. Oui, le petit après, noyau, et puis après, il y a eu une extension. L'appellation s'est étendue à ce qu'on appelle aujourd'hui la Casbah. On va plutôt parler de la basse Casbah, la ville basse, en fait, qui a subi, on va dire, un drame de changement. Tout à fait. Et ce drame a été causé par la colonisation française. Quand ils sont arrivés, moi en préparant ce sujet, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur, pourquoi? Ils sont arrivés, ils ont tout détruit à coups de pioche et à coups de hache. Ils n'ont épargné aucun édifice de ce qu'on appelle le monument palatial, qui est le palais Janina, qui est l'un des plus anciens. Parce que c'était le symbole de la souveraineté à l'époque. C'était la résidence centrale des rois d'Alger. C'était la résidence du pouvoir central d'Algérie et d'Alger en fait, mais Alger à l'époque. Absolument. Voilà. Donc tous les beys, les émirs des émirs, c'est comme ça qu'on les appelle, les pachas sont passés par là-bas, jusqu'à Ali Khouja qui lui à un moment s'est réfugié à la citadelle d'Alger parce que derrière le coup d'État, les janissaires. Mais ça c'était bien après. Oui. Alors, le palais de la Janina, c'est pas qu'un palais. C'est vrai que, pardon de vous interrompre Samira, mais c'est vrai que la Casbah a été carrément, privée de sa partie basse complètement en faveur de la création des boulevards qu'on connaît, donc et de la place des Martyrs actuellement. C'est allé jusqu'à Bab el-Oued. Voilà, tout à fait. Mais on va dire le siège de la alors DGSN. que ça se prolongeait jusqu'à la mer. Voilà. C'est jusqu'à l'Amirauté actuellement, jusque là où il y a le Pénon, puisque Kherdin a construit la jetée sur 200 mètres et ça a été agrémenté ensuite avec le temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est le palais de Janina, c'était un axe qui commençait de Bab Azoun jusqu'à Bab el-Oued. Et ce que les Français ont fait, la France coloniale, je veux dire,
a détruit sur 300 hectares. C'est énorme. Pourquoi? C'était le quartier d'affaires. C'était le quartier où tous les, on va dire, tous les riches, les notables, voilà, habitaient. C'est la partie résidentielle. On va dire, ça s'appelait l'Ouata. Et le Beledi, habitait la Casbah haute. Voilà. Alors la meilleure description, la première description, on l'a du valet du roi Henri II, qui lui est venu dans les années 1500, je ne sais pas exactement, et je ne veux pas me tromper parce qu'il y a pas Non, ce n'est pas grave, on ne va pas citer la date. C'est lui avec qui décrit. précision. La première description de ce lieu du palais, on l'a par Nicolas de Nicolai. C'était le valet de Henri II, et c'était aussi un géographe, et c'était le comte d'Amfréville. Voilà, c'est lui qui le décrit parce qu'il est venu en visite à Alger, et il a visité le palais. Sinon, le palais Janina, on l'appelait Dar Sultan. Dar Sultan voilà, parce qu'il y avait Dar Sultan al-Qadima. Voilà, c'est Dar Sultan al-Qadima, c'est le palais des rois, c'est le palais des Bey Larbé, c'est le palais del Janina. Ça s'appelle comme ça parce qu'avant, il y avait un petit jardinet, Janina. Donc, les Ottomans l'ont appelé comme ça. Ce ne sont pas les Ottomans qui l'ont construit. C'est quelque chose qui n'a pas... Bon, ils ont donné des dates, ils ont donné le nom d'une personne qui est le Pachalik Ismail, mais ce n'est pas lui. En 1662, il l'aurait construit, c'est faux, puisque des gens sont venus pas avant cette date, et le palais existait déjà. Donc, le palais Janina existait. Oui, tout à fait. Sultan... Selim Toumi y a habité, donc il était déjà roi. Selim Toumi, c'est un peu plus récent. Le palais a existé. Selim Toumi est mort là-bas. Il est mort étranglé par Khairuddin. Bon, il y a tas de choses autour de cette histoire, mais c'était toujours pour le pouvoir. Ça a toujours été jusqu'à aujourd'hui. Les pays se battent pour le pouvoir, c'est comme ça. Voilà, et c'est... donc Selim Toumi, mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui est mort. C'est Martin de Vargas. Qui a été tué là-bas par Moi, je pensais que vous alliez évoquer l'épouse de Selim Toumi, parce que l'histoire est plus romantique. L'histoire est plus romantique. C'est un drame. Zafira est un drame. C'est une histoire d'amour, mais qui finit très mal. Ça a été... par un suicide. Voilà. Alors, Zafira, moi, je mets des guillemets, j'en ai parlé avec plusieurs historiens, elle n'a pas existé. D'accord, donc c'est un petit peu pour le... C'est l'imaginaire. C'est un anonyme qui a raconté cette légende, et ça a été repris par Tassi dans un premier temps, et ensuite transmise de génération en génération. Mais on n'a aucune source, aucune documentation qui dit que Zafira existait. Bref, Zafira a été la femme de Selim Toumi, qui a été le dernier roi berbère d'Alger. Il a été ensuite remplacé, et c'est là où ça a été créé, on va dire, la suite des Bey et des Dey et des Pachas et des Aras. Et des Aras, voilà. etc. Pour revenir, on n'a pas vu d'image. Je pense qu'on a une image de cet ancien palais qu'on va peut-être découvrir. Ce sont des gravures en fait qui ont été, on doit beaucoup à Henri Klein, qui lui a réuni le tout. Alors ce qu'on voit, c'est la place des Martyrs, c'est le kiosque. Cet endroit a subi de multiples transformations. On va dire le palais et on va dire ça nous permet à gauche de la photo. C'est pas ça, c'est le kiosque, c'est la place des Martyrs. Voilà. Donc ils ont tout pris, ils ont tout arraché. Le palais d'El Jadina, c'était un monument palatial. Il y avait plusieurs palais. Dar Aziza est un vestige témoin de la grandeur de ce lieu. Dar Haj Ahmed, qui abrite actuellement depuis un moment d'ailleurs la direction générale du Théâtre National, qui est un peu plus loin sur Bab Azoun, là on trouve les archives. Même Sidna faisait partie. Il y avait une caserne de janissaires, il y avait des fours, il y avait... C'était un complexe palatial, effectivement. Voilà, ce qu'on voit, c'est un plan en fait du palais de Janina. Il a été transformé à plusieurs reprises. Il a été même rehaussé de l'horloge qui orne aujourd'hui le minaret de la mosquée Jamah Jdid, qui est à côté de Jamah al-Kbir. Voilà ce qu'on voit, cette horloge, elle était au sommet du palais de Janina. Il a été détruit sur 3 années. Les Français ont donné des coups de pioche pendant 3 ans pour le détruire. Et il y avait la mosquée Saïda qui était juste à côté. Ils ont même détruit la mosquée. C'est pour ça que ça me fait mal au cœur. Il y a eu quand même des gens dans l'armée coloniale qui ont essayé de protéger. Ils n'ont pas réussi. Ce qu'ils ont fait, par exemple, les décorations de la mosquée Saïda se sont retrouvées à la mosquée... Jamal Kbir voilà, ou Jamal Ramadan? Non, Jamal Kbir, qui est juste dans le quartier de la Marine.
Ce qu'on voit, les marbres, donc les sculptures à l'extérieur, fait partie de la mosquée Seïda qui n'existe plus, mais qui a été retrouvée. On a retrouvé des vestiges quand ils ont fait les fouilles de la place des Martyrs. Voilà. Oui. Samira, vous avez cité Dar Aziza. Dar Aziza est considéré comme un palais en soi, alors que c'est juste un pan de palais. C'est-à-dire, c'est un fragment de cet ensemble palatial. Non, c'est un palais qui était plus petit que le palais de Janina. Parce qu'il a son patio et il a ces marbres qui sont d'une beauté incroyable. Tout était beau, hein, les marbres, les faïences, mais le travail du marbre dans ce palais en particulier, voilà. Oui, mais celui qu'il y avait au palais de Janina aussi. J'imagine que ça devait être encore plus grandiose. Oui, il y avait des fontaines. Alors, une petite cour qui amène à une grande cour, où il y avait une petite fontaine qui amène à une grande fontaine. Il y avait un diwan, il y avait des tapis, il y avait beaucoup de faïences, et des faïences qui venaient de partout dans le monde. Il y avait des horloges. J'ai mis une photo d'horloge, je ne sais pas si on peut la voir. Ça viendra. Oui. Allez. Il y avait le siège du voilà l'horloge. Voilà. Il y avait plein de choses comme ça. Ces un mobilier d'un grand raffinement. Ces choses-là et tout ce qu'il y avait à l'intérieur ont été volés par l'armée coloniale. Et par la suite, grâce à Berberger et grâce à beaucoup de gens qui ont travaillé, ils ont répertorié les objets qui ont existé. Ce qui a été triste durant cette période, c'est qu'à partir de 1830, enfin, ils ne l'ont pas détruit tout de suite, ça a pris du temps. Il y a eu même une expo qui avait été organisée après 1830. Quand ils ont commencé à détruire, il n'y a pas eu de topographie qui ont été faites. Ce qu'on voit, c'est la mosquée Seïda. Oui, tout à fait. N'existe plus. On l'a retrouvée sous terre quand il y a eu les... Voilà. Oui, quand il y a eu cette dénaturation de cet ensemble architectural appelé la Casbah. Et chaque sultan qui a régné à Palais Janina faisait la prière du samedi du vendredi là-bas. Voilà, tous les vendredis, il y avait des mosquées partout qui ont été détruites. Entre autres, la mosquée Chaouch, qui à l'origine a été construite par Khaireddin, donc par Berrousse. On a une inscription qui demeure, elle est au musée des Antiquités, je crois, sauvée par Berberger. Oui. Voilà. Et Stéphane Xel aussi, qui a été le premier directeur du musée des Antiquités. Heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont quand même répertorié un tas de choses. Ils ont fait ce qui... Et c'est resté. Et alors, ce qu'on voit, c'est les voûtes qu'il y avait en dessous du palais Janina. Voilà. Il y avait des passages, en fait, sur le palais. Et donc, il y avait plein de choses qui se passaient à ce moment-là. Et il y avait aussi, on appelle ça des entrepôts de dîmes. La dîme, c'est quoi? De blé surtout. C'est que les Ottomans prélevaient des impôts sur tout le monde, sur toutes les courses en fait, sur tous les bateaux qui passaient, sur les bateaux américains qui passaient, les Anglais. Tout le monde devait payer une dîme en blé, en beaucoup de choses, pour pouvoir traverser la mer Méditerranée tranquillement sans se faire attaquer. Par la flotte, justement, des Ottomans, des frères Barberousse. Des frères Barberousse et par la suite, donc tous les pachas arabes qui sont passés, qui ont régné, qui ont formé, on va dire, une défense incroyable, qui avait de superbes bateaux, les chébets, qui étaient plus rapides que ceux des toutes les galères. Toutes les galères qui étaient voilà. très lentes parce que ça ne fonctionnait pas avec le vent, mais plutôt à la force des bras des gens qui ramaient en fait. Absolument, voilà, c'est ça. Les chebecs et les corsaires. Juste pour ajouter, oui. Dar Aziza est un palais qui a été offert à Aziza, qui était la fille de Hussein D. Il lui a offert quand elle s'est mariée avec le bey de Constantine. Bon, elle est allée à Constantine, mais elle a gardé ce palais comme un cadeau de mariage par son père. Ce qu'on peut dire sur la Janina, c'est qu'elle a accueilli plusieurs événements et que quand l'armée coloniale est arrivée, elle a fait de ce quartier un point, mais même ce qui va sur, tu vois, Jamak, Tchawal, Jamalihoud, la ruelle qu'on a appelée plus tard Mahon et rue de Chartres aussi, ils ont détruit. Dans cette architecture, c'est la pire architecture française. Pire, le génie, là où ils se sont... Tout ça, c'était dans le but de cacher la Casbah, de détruire la Casbah. Et parce qu'il y a tout un ensemble d'immeubles d'une grande... L'avenue du 1er novembre. L'avenue du 1er novembre qui voile complètement la vieille Casbah. Tous les architectes sont d'accord pour dire que cette avenue ne sert à rien, si ce n'est à cacher la Casbah d'Alger, à l'éloigner, à la séparer, à la casser en deux. C'est exactement ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés à Délice.
Ils ont fait passer la route nationale numéro 5, ils ont cassé la Casbah de Délice en deux. On a une partie supérieure, une partie basse qui va sur le port. C'est une très belle Casbah. La route nationale passe au milieu. C'est une façon de casser en fait et la révolte, parce qu'il y a eu des révoltes. Bien sûr, quand ils sont arrivés, ils se sont confrontés aux autochtones, voilà, aux gens qui étaient là et qui ont essayé de résister au maximum. Moi, je suis curieuse de savoir ce qui vous a motivé, Samira, pour vraiment nous raconter cette histoire autour de ce palais. Qu'est-ce qui a un petit peu fait le déclic? Moi, ce que j'aimerais sincèrement, c'est qu'il y ait une reconstitution de ce palais. Il est important parce que quand les Français sont arrivés à Alger, ce qu'ils ont voulu faire, ils n'ont pas détruit ce qu'il y avait autour, ils ont détruit ce quartier précisément, là où il y avait les rois d'Alger, à part qu'à un certain moment, ils sont montés à la citadelle. On voit que la citadelle est plus ou moins mieux conservée. Enfin, le quartier n'existe plus, les 300 hectares sont partis en fumée. Mais ce qui subsiste encore, justement, le palais des Beys, voilà. Subsiste Dar Aziza, Dar Haj Ahmed, Hammam Sidna, très peu de choses qui sont éparpillées dans des musées. Bien sûr, il y a un tas de choses qui a été volées, qui a été emportées vers d'autres pays, vers la France, vers tout ce qui se passait, et qui sont passés par là. Il y avait un marché, donc tout se vendait. Enfin, dès que le marché, les marins partaient, prenaient, ça a quitté l'Algérie. Qu'un jour on va récupérer tout ce qui a été pris et qui est dans les musées, puisque ça a été quand même répertorié et c'est raconté dans le récit des voyageurs. C'est un peu comme l'histoire du trésor d'Alger, hein, on n'a jamais su. C'est la même base sur le trésor d'Alger. Le trésor d'Alger, on n'a jamais su où il avait, le trésor du Dey, on n'a jamais su où il avait abouti. En tout cas. C'est l'armée qui est rentrée. L'armée qui a pris. Voilà. Juste pour dire qu'il y avait un hôtel de la monnaie aussi. C'était quelque chose qui était très très bien organisé. Il y avait on ne va pas dire une république, mais il y avait un gouvernement, un pays, une nation qui était déjà en place avant 1830. Absolument, voilà. Tout comme la Taïfa des Riès. La Taïfa des Riès était un organisme marin vraiment très très bien organisé au profit de l'État. À l'époque. Au profit de l'État, mais aussi des citoyens. Il faut dire que le palais de Jeninna a souffert de la crise d'Alger, mais aussi a souffert de nombreux tremblements de terre. Il y en a eu quand même qui ont été dévastateurs. C'est pour ça que je te dis qu'à plusieurs reprises, le palais de Jeninna a été restauré. Ils ont rajouté un étage, il y en a qui disent qu'il y en avait 3, il y en a qui disent qu'il y en avait 5. Ça a été surmonté de l'horloge. L'horloge a été enlevée, il a été détruit. Il y a eu par un premier séisme en 1712, ensuite un deuxième. Il y a eu une succession qui ont contribué. Mais le palais n'était pas tombé. Il était toujours là. Il a été agrémenté à chaque fois de plusieurs choses. Et puis à l'arrivée des Français, ça a été détruit. Et pas que tout le quartier. Ensuite, ils ont créé Abdelrahman Tahalibi, enseigné dans le quartier en face. Et tout ça, je veux dire, toute cette destruction massive, pour moi, c'est de la destruction massive. Juste ce quartier massif, parce que ils voulaient en faire une place d'armes. Oui, d'abord c'était une place d'armes, tout simplement. Ils ont arraché tous les jardins, les arbres, tout ça, pour en faire une place d'armes pour l'armée. Tout ce que vous avez, tout ce qu'on a sur la Basse Casbah, ça a servi à l'armée coloniale française. Rien, un carré blanc. Il existe toujours ce carré blanc. Oui, parce que c'est devenu le palais la place du gouvernement et ensuite maintenant, place des martyrs. On parle tout de la place des martyrs. Ils ont tout rasé juste pour faire un espace où on pouvait mettre les chevaux, où on pouvait... c'est dommage. Donc, à la question, la réponse à ta question, ce que j'aimerais, c'est que ça soit reconstitué là-bas ou ailleurs. J'aimerais que le palais de Jeninna soit reconstitué, que les gens... Parce que les gens ne savent même pas qu'il a existé. J'ai posé la question. Oui, on connaît plus le restaurant Jeninna, voilà, où l'on sert de très bons mets traditionnels. Il n'est pas, qui n'est pas du tout dans la même circonscription, effectivement. Voilà. J'aimerais que toute l'histoire de ce quartier soit mise en avant, que les gens reconnaissent cet endroit, quitte à faire, je ne sais pas, une fois par an, une espèce de reconstitution à partir d'une 3D, même si c'est une projection sur le mur, mais juste pour se rappeler qu'il y a d'abord des gens qui ont été tués au moment de l'arrivée de l'armée coloniale française, qu'il y a toute une histoire, une très longue histoire qui commence avant 1830 et qui commence avant l'arrivée des Ottomans, donc des Turcs. Oui, mais l'arrivée des Français ne pouvait pas rimer avec comment dire, cette volupté, ce faste qui était vécu dans ce palais, parce qu'on disait que l'Algérie c'était le désert à l'époque. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de civilisation. Il n'y avait rien, alors qu'il y avait toute une vie d'un grand raffinement dans cette capitale qu'on appelle aujourd'hui Alger.
Elle avait une vie, une histoire, une préhistoire. Parce que dans tout ça, il y a les Romains qui sont passés. En fait, tout ça est décrit. Alger est un millefeuille d'histoire et de préhistoire. Les fouilles de la place des Martyrs remontent jusqu'au 1er siècle avant notre ère. Ce qu'ils appellent avant Jésus-Christ. Mais avant notre ère, au 1er siècle, au Mazel, c'est pas fini parce qu'ils ont dû interrompre les fouilles pour le métro d'Alger. Tout n'est pas dit. Il y a des milliers et des millions de choses à découvrir. Récemment, dans mes recherches à moi, j'ai découvert qu'à la rue Al-Harbi Mehdi, qui n'est pas très loin d'ici, il y a des murs romains, par exemple. Et on en parlera dans une autre séquence. Voilà, c'est ça. Je voulais juste montrer le travail qui a été fait par l'Arbi Ishbouden, si tu peux le montrer. Ça a été édité à Casbah Édition et ça raconte d'une manière très originale, très intéressante. Lui, il est sociologue, l'histoire d'Alger. Enfin, lui, il est intitulé Alger, histoire d'une capitale. Et il a pris morceau par morceau architecture et structure sociale, économique de la vie d'Alger à une certaine époque, et cette époque des Ottomans est liée. Et bien sûr, j'imagine qu'El Djenina figure justement... c'est pas à partir de cet ouvrage, pas forcément. Non. Très bien. Mais en tout cas, ça a un mais rapport. lié un peu, bien sûr. C'est lié à l'histoire de ce beau palais qu'on vient de présenter, le palais El Djenina. Merci infiniment, Samira. Rendez-vous la semaine prochaine, qui sait, peut-être avec nous, si elle revient. Inch'Allah. On lui souhaite un prompt rétablissement si elle nous regarde ce matin. Et à toutes les personnes, tous les collègues et toutes les personnes qui luttent contre la Covid-19, bien sûr. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Radia. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie, dernière ligne droite avec des invités qui nous parle encore de cet écosystème entrepreneurial. Le détail, c'est tout de suite après ce reportage signé justement Samira qui nous raconte l'histoire de la céramique à sa manière. Et c'est parti. Et c'est parti. On dit qu'entre le bleu du ciel et le bleu de la mer, il y a le bleu de Boumehdi. Boumehdi, un nom de famille d'artistes et un patrimoine algérien profondément méditerranéen, un nom gravé en lettres d'or, étant les précurseurs de l'art du feu, la céramique en Algérie, grâce à Mohamed le Père. Nessima fait partie de la 4e génération et c'est presque naturellement qu'elle a emprunté la route des beaux-arts. Sa fibre artistique, elle l'a héritée d'abord de son grand-père, puis de son arrière-grand-mère. Il faut savoir que c'était une tisseuse. C'est un métier séculaire très honorable pour moi et c'est un métier très noble. Et de ça, il faut savoir aussi qu'elle faisait elle-même ses pigments de couleur. Donc elle était artiste en un sens et c'est elle qui a peut-être aussi développé cet héritage artistique. Le savoir-faire, l'art et la discrétion, c'est tout le charme de la famille Boumehdi. Hachmi se souvient de la rigueur de son père, décédé en 2006. Il sait que le plus bel héritage dans l'histoire de l'art algérien, c'est la transmission. Il était, comme ils disent, postier le jour et céramiste la nuit. Il faisait des choses à titre personnel et puis un jour, quand il a rencontré l'architecte Fernand Pouillant, qui avait besoin d'un céramiste pour recouvrir ses murs, donc il a fait appel au papa et à partir de là, tout a démarré pour l'atelier, mais que du carreau. Par la suite, nous avons rajouté des objets, des choses en fait. Par contre, ce qui caractérise le Boumehdi, c'est le bleu. Mohamed, apprenti à l'époque, a connu Mohamed Boumehdi il y a 40 ans. Il dit qu'il a tout appris de lui et bien plus, qu'avec lui et la céramique, c'est une histoire de famille. J'ai travaillé avec lui 25 ans. 25 ans. Et puis il était mort. Mais j'ai commencé, j'ai terminé le travail dans le même atelier. Elle m'a les dessins avec le crayon, le dessin avec le noir. Elle m'a donné les couleurs, comment faire les couleurs, comment dessiner, comment faire un motif. Alors, quand j'étais ici il y a 8 ans,
Et je voulais acheter des choses typiques et algériennes. Alors j'ai demandé et tout le monde m'a donné le même nom, c'était Boumehdi. Alors on est venu ici toute seule ou avec mes amis, etc. Parce qu'il y a toujours quelque chose pour tout le monde. Du Vatican au palais ibérique, en passant par les villas en Italie, ici et ailleurs, l'empreinte de Mohamed Boumehdi est partout. Et pour sa famille et tous les passionnés de son art, une fondation ou encore une école dédiée à la céramique, d'art se doit d'être. Voilà, après avoir annoncé il y a un instant justement l'arrivée sur ce plateau de nos derniers invités pour cette matinée, donc il est temps de les présenter. Honneur aux dames d'abord. Alors on commence par Marwa Rekrou, bienvenue. Merci. Marwa qui est membre au sein du département finance, logistique et relations extérieures du club scientifique Vision and Innovation voilà. Club. VIC, en plus court. Vic, voilà. Vic est partenaire sur un très beau projet de l'incubateur, donc Tech2 Hub, voilà, représenté aujourd'hui par Sofiane Boudjmaha, donc qui est responsable d'incubation pour aussi une entreprise qui offre des solutions et dans le domaine du développement de solutions innovantes numériques. Absolument. Voilà. Bienvenue. Merci. Voilà. On va parler d'une aventure qui vous unit, donc qui vous unira très prochainement. En fait, c'est déjà en cours. On parle aujourd'hui de la deuxième édition d'Algeria Climate Change Challenge. Donc, qui peut en parler en premier? Probablement vous, Sofiane. Merci. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est réunis ici pour parler du Algeria Climate Change Challenge dans sa seconde édition, qu'on organise conjointement avec donc Tech2 Hub, qui organise conjointement avec le club scientifique de l'école polytechnique VIC, Vision Innovation Club, et aussi le club estudiantin de l'université de Bchar, Elite. Donc on organise ça conjointement dans sa deuxième édition. L'appel à candidature il a été lancé le 18 janvier dernier. Il se clôture le 1er mars 2022. Voilà. Donc aujourd'hui on est en plein appel à candidature pour ce challenge autour des changements climatiques. Très bien. Un challenge autour des questions liées au changement climatique à travers 4 thématiques principales, n'est-ce pas? Vous voulez en parler? Non, je lui laisse la parole. Allez-y. Non, mais vous avez dit un mot, donc vous allez continuer. En fait, j'ai juste dit que les thématiques principalement, il y en a 4, donc c'est... L'énergie verte, tout d'abord, oui. L'énergie verte, exactement. La gestion des déchets, l'efficacité énergétique et le développement d'énergie, mais aussi la biodiversité. Alors, plus spécialement cette année, on a introduit encore une cinquième thématique qui est la sécurité alimentaire. Pourquoi? Parce que durant la finale de ce challenge, on co-organise aussi de façon vraiment, pour la seconde édition, le forum sur la sécurité alimentaire qui se tiendra aussi durant la finale de ce challenge, parce que parmi les activités de notre incubateur, donc on est très axé sur des problématiques de développement durable, de sécurité alimentaire et de challenge sur l'environnement. Et donc aujourd'hui, on a introduit une cinquième thématique qui s'appelle la sécurité alimentaire. Et il est vrai que les changements climatiques peuvent impacter aussi cet aspect. Hein. Donc la sécurité alimentaire n'est pas en reste. Il y a certes ces problématiques liées à l'environnement, de façon directe, le recyclage de la biodiversité, entre autres, surtout. Absolument. Et il y a aussi voilà, tout ce qui est lié à l'énergie verte ou à l'énergie de manière générale. Mais c'est vrai qu'à long terme, à moyen terme, ça peut impacter notre alimentation, hein, par exemple. Voilà. Et d'ailleurs, nous avons reçu ici même sur le plateau un très bel exemple de réflexion et de solutions intelligentes en faveur du développement de cet aspect. C'était une créatrice qui allait sur les solutions de production de micro-algues, par exemple. Absolument. Elle est de Béchar, justement. Exactement, les filles d'Aquayet, Sousa et Roa qu'on salue, qui sont deux jeunes entrepreneurs qu'on accompagne et qu'on incube chez nous, et qui, eux, développent des solutions nutritives, justement, à base d'algues très nutritives, dans le sud, et justement à Béchar. C'est vraiment de jeunes talents qu'on avait détectés lors d'un challenge aussi qu'on avait fait, et que eux, elles sont en train de développer leur projet là-bas.
Voilà. Quels sont les objectifs donc de ce challenge en particulier? Alors, les objectifs de ce challenge sont d'abord de trouver des solutions effectives à ces problématiques de réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, pourquoi on parle de réchauffement climatique? Tout simplement parce que c'est l'enjeu du siècle. Comme l'enjeu du XXe siècle, c'était la paix mondiale à travers les deux grandes guerres, etc. Aujourd'hui, ce XXIe siècle, c'est principalement les changements climatiques. Alors aujourd'hui, je parle bien évidemment sous contrôle des experts, par exemple du GIEC, du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui prédisent vraiment un scénario pratiquement catastrophique sur les prochaines années. Et aujourd'hui, si on part sur des projections de ce qu'on appelle business as usual, c'est-à-dire si on reste sur la même tendance haussière des émissions de gaz à effet de serre, etc., on va dépasser le seuil critique d'augmentation de la température mondiale de 1,5 degré. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Donc aujourd'hui, à travers ce challenge, on veut proposer des solutions qui viennent justement d'un pays tel que l'Algérie, qui est malheureusement le plus impacté par ces changements climatiques. L'Afrique tout entière, pas seulement l'Algérie. Absolument. Oui. Paradoxalement, c'est que les pays les plus touchés par le changement climatique sont les moins pollueurs. Alors c'est un peu malheureux, mais aujourd'hui c'est un peu injuste, mais aujourd'hui, et l'Algérie encore une fois n'est pas épargnée, par exemple nous, l'Algérie, tout le bassin maghrébin, on va avoir une grande crise sur l'eau. Aujourd'hui, on est parmi les pays les plus arides au monde et ça ne va qu'empirer en plus des problématiques de réchauffement climatique, de la fonte des glaciers, etc. Donc aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour les jeunes générations et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'on a ouvert l'appel à candidature même aux lycéens. C'est-à-dire qu'on a visé à partir des 16 ans parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ils sont sensibilisés, mais on veut aussi les sensibiliser davantage et surtout qu'ils puissent proposer des solutions à ces changements, à ces problématiques de changement climatique. Oui, on peut trouver des lumières parmi les lycéens, hein, si c'est déjà arrivé qu'ils se démarquent lors de concours ou qu'ils offrent vraiment la possibilité de réaliser à quel point il y a une conscience écologique au sein des étudiants. Alors justement, vous ciblez les étudiants, les lycéens, les chercheurs et Maroua va me dire le reste. En fait, on cible tout le monde, si on peut dire, parce qu'en fait, on est tous concernés par ce problème. Parce que, en vrai, ce problème est dû à nos actes et du coup, on cible à sensibiliser tout le monde. Bon, de notre part, on vise particulièrement les étudiants, la jeunesse, parce que c'est le futur du pays. Oui, même ceux qui sont insérés dans la formation professionnelle, pas forcément que des universitaires. Bien voilà, sûr. C'est l'objectif aussi de cette rencontre, c'est de dire voilà, que le challenge est ouvert à tous, pas seulement à l'université. Justement, c'est la plage d'âge, si on peut dire, c'est de 16 ans à 36 ans normalement. Du coup, on vise la jeunesse beaucoup plus parce que c'est elle qui va impacter vraiment le futur du pays. Et voilà. Très bien, donc vous adhérez complètement en tant que club scientifique à cette idée, cette expérience. On rappelle que Vic a ses propres projets aussi, ses propres... Bien sûr, en fait, on est un club estudiantin scientifique qui opère au sein de l'École nationale polytechnique et qui organise durant l'année plusieurs événements qui visent principalement à introduire les étudiants au monde professionnel et entrepreneurial. Et même, bon, je peux citer le Engineers Gala qui est parmi nos événements principaux, qui est un événement de réseautage et de networking. Et aussi le Algerian Engineering Competition, le AEC, qui est un hackathon qui vise aussi... et qui connaît de plus en plus d'engouement dans les milieux estudiantins. Oui, en fait, on a eu des candidatures à cet hackathon, pas que des étudiants en fait. Parce que c'est un hackathon qui vise à trouver des solutions à des problématiques de l'Algérie. La dernière édition d'ailleurs, c'était la deuxième, elle s'est passée en décembre je crois. Elle comportait sur 3-4 thématiques, parmi eux la crise de l'eau, le wildfire. Et du coup, on travaille nous aussi sur cet axe, sur les problématiques de l'Algérie. Mais en fait, pas que ça, parce qu'on n'est pas un club événementiel, mais on travaille aussi sur des projets durant l'année, comme le Vic Podcast. Bon,
je crois, c'est pas C'est le plus récent, je crois que c'est le dernier. Oui, en fait, c'est le nouveau-né. Voilà. Oui. Et aussi le ILAB, qui est un laboratoire de mécatronique opérant au sein de l'École nationale polytechnique. Vous êtes en quatrième année, donc électronique. Voilà, bientôt la fin. Et justement, ça, c'est votre date à l'électronique. C'est pour ça que j'y venais. Hein. Oui. Et vous appréciez, j'imagine, tout l'échange d'idées et de solutions qui peuvent s'offrir à vous lors de ces rencontres. Et puis, ça vous fait une petite évasion après l'école. En fait, ça permet vraiment de voir ce qui est le monde professionnel, de même s'intégrer au monde des startups, si on veut dire. Oui. Et même se bénéficier des formations et tout dans le cadre des challenges organisés par nos partenaires. Vous avez renforcé vos capacités, vous me le disiez off the record comme on dit. Exactement. Vous avez bénéficié de certains stages, vous avez côtoyé aussi des connaisseurs. Et ça enrichit. Ça. Justement, en fait, j'ai vraiment amélioré et développé mes soft skills. J'ai pu en fait construire un réseau pour moi. Du coup, c'est vraiment bénéfique et j'invite les étudiants... en communication, Marois, c'est présent. En fait, j'invite vraiment les étudiants qui ne s'intègrent pas dans les clubs de le faire. Vraiment. Oui. Et même de participer au challenge parce que c'est très très intéressant et c'est très important. Et cette vie justement au cœur de cette école Polytech, justement, elle est tellement riche qu'on ne décroche jamais finalement, hein, Sofiane Boudema. Vous gardez toujours cette fibre, ce lien avec cette école qui vous a formé, avec ce milieu estudiantin qui offre énormément de solutions ou d'avenir pour la technologie en Algérie. Absolument, aujourd'hui, alors certains l'appellent la secte des polytechniciens. Oui, vous êtes une secte. Voilà, je le confirme. Vous êtes une secte inséparable d'ailleurs. Exactement. Alors moi j'ai la chance d'être diplômé de Polytechnique Constantine, parce qu'aujourd'hui il y a 3 grandes écoles polytechniques, mais aussi il y a le réseau des grandes écoles algériennes et le réseau estudiantin de façon générale. Et aussi, donc pour nous c'est très important de garder cette relation et d'organiser conjointement avec ces clubs estudiantins. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'avais fait un live avec un réseau d'anciens polytechniciens de mon école à Constantine qui sont dans la diaspora, qui œuvrent aussi pour partager, pour créer ce réseau professionnel qui est très important pour ces étudiants, que ce soit dans leur développement, pour acquérir des compétences, mais aussi professionnellement parlant, à travers des réseaux, des opportunités, etc. qu'on se partage. Voilà, ça crée quand même un réseau, je dirais même une belle mosaïque, une pépinière pour les jeunes talents, effectivement. Absolument. Et les futurs employés des différentes entreprises. Vous savez, moi je le dis souvent, nous on recrute en permanence, donc ces challenges aussi-là sont pour nous une chance pour détecter de nouveaux talents. Aujourd'hui, je le dis fièrement que notre entreprise, par exemple où je travaille, à Brenco, recrute des talents de toute l'Algérie. On a aujourd'hui des ingénieurs qui sont à Djidjel, à Oran, à Médéa, à Sidi Bel Abbas, à Béchar aussi, donc on a des talents. Le pays il est très grand et aujourd'hui je pense qu'à celui qui saura détecter les talents et les recruter. C'est un petit peu toute la mission et le rôle d'un incubateur, et vous êtes justement responsable d'incubation au sein de cette entreprise Brenco en l'occurrence, qui offre ces possibilités à travers l'incubateur Tech2Hub également. Donc ce partenariat avec l'université va se concrétiser prochainement à travers la 2e édition d'Algeria Climate Challenge. Donc voilà, l'appel à candidature se poursuit, on le rappelle parce que c'est important. Absolument. On le rappelle qu'il se poursuit jusqu'au 18. Jusqu'au 1er mars. Jusqu'au 1er mars. Absolument. Donc on a encore une vingtaine. Et le 18 mars, les résultats seront connus. Alors il y aura une première demi-finale qui se tiendra le 15 mars, mais aussi la finale qu'on va organiser, on l'espère physiquement à Béchar, à Territ. Donc on va réunir les finalistes à Territ. On va sortir un petit peu d'Alger. Oui, voilà. C'est très bien. Voilà, exactement. Tout comme on l'a fait l'édition précédente, l'année dernière. Cette année aussi, on sera à Territ. On sera en live, en présentiel, en hybride, pour la finale de ce challenge.
Oui, excellent. Donc, je vous souhaite bon vent à tous les deux pour cette belle aventure qui démarre et qui reprend. Voilà, qui reprend. C'est la deuxième édition et qui a son impact sur justement impact social, économique et environnemental. On le verra à travers cette réflexion commune autour des changements climatiques. Merci à Marwa ici présente. Marwa Rekrouk, vous êtes membre au sein du département finance logistique et relations extérieures du Vision and Innovation Club, c'est-à-dire VIC en diminutif. Et puis Sofiane Boujma ici présent est responsable d'incubation au sein de l'entreprise qu'on a citée tout à l'heure, Brinco, et de l'incubateur Tech2Hub. Merci pour cet éclairage et bon vent pour tous ceux qui prendront et qui relèveront le challenge, le défi autour des changements climatiques et ce qu'ils impliquent. Merci encore une fois à tous ceux qui nous ont suivis également ce matin. Merci pour votre fidélité pour certains. Et puis voilà, ravi justement d'avoir passé cette semaine en votre compagnie. Dès demain, vous retrouverez mon ami Mariam Saïd, justement aux commandes de l'animation. Et nos amis du Studio 7 seront là et veilleront au grain comme d'habitude. On les remercie ce matin chaleureusement. Chaleureusement aussi pour vous. Donc bonne et excellente journée à tous et à très bientôt.